À la commission des lois, l'audition de Laurent Nunez éclaire les enjeux actuels de police et de sécurité intérieure. Si ces questions vous concernent, partagez cette vidéo pour diffuser l'information. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui en audition Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, afin d'évoquer deux sujets particuliers. Je dirais que c'était des sujets qui avaient été par avance convenus. Peut-être que depuis ce week-end, nous aurions pu aussi évoquer la question de la dissolution qui s'est invitée dans toutes les cérémonies de vœux sur la capacité à organiser deux élections en même temps. Mais les deux sujets que nous avions déjà prévus dans cette audition, le premier avait trait à l'intrusion qui a eu lieu dans les systèmes informatiques du ministère de l'Intérieur à la mi-décembre, sujet important s'il en est. Vous l'aviez confirmé vous-même, Monsieur le ministre, le 17 décembre, où des pirates informatiques sont parvenus à s'infiltrer dans les serveurs de la place Beauvau et à accéder à de multiples outils internes de la police nationale. Plus inquiétant encore, des données extrêmement sensibles contenues dans le traitement d'antécédents judiciaires, le TAJ, et le fichier des personnes recherchées, le FPR, ont été consultées, voire même extraites. Cette extraction concernerait, mais vous nous le confirmerez peut-être plus précisément, quelques dizaines de fiches. Un suspect a rapidement été interpellé et c'est peu dire que son profil interroge puisqu'il s'agit d'un jeune homme de 22 ans, certes déjà connu des services de police pour des faits de détournement de lignes téléphoniques ou de swatting, soit des appels malveillants visant à faire croire aux forces de l'ordre à un crime chez la personne visée. J'ajoute que l'intrusion a été initialement revendiquée par un groupe de pirates dit les Shiny Hunters sur le site bien connu de revente de données extorquées Breach Forums. Vous vous en doutez, Monsieur le ministre, cet événement a suscité de nombre d'inquiétudes chez les parlementaires, notamment au regard de l'apparente facilité qu'aurait eu un jeune pirate de 22 ans pour accéder pendant plusieurs jours à certaines des données les plus sensibles de la République. Nous souhaiterions donc des éclaircissements de votre part sur plusieurs points. Premièrement, savez-vous à ce jour par quel procédé le ou les pirates impliqués ont réussi à s'introduire dans les systèmes du ministère de l'Intérieur ? Vous aviez évoqué un manque d'hygiène, et je le cite tel quel numérique, des personnels quelques jours après la révélation. Est-ce toujours votre hypothèse privilégiée pour expliquer cette brèche ? Et comment expliquer une telle vulnérabilité sur des données aussi sensibles ? Deuxièmement, pouvez-vous nous indiquer très précisément à quelles données les pirates ont eu accès et pendant combien de temps avant leur détection ? Troisièmement, pourriez-vous faire le point sur le profil du suspect ? Savez-vous aujourd'hui s'il s'agissait d'un acte isolé ou s'il appartenait à un groupe de pirates informatiques qui pourrait éventuellement prendre sa suite ? Enfin, quatrième et dernière question sur le sujet, pourriez-vous nous présenter les actions que vous entendez mettre en œuvre ou que vous avez, il faut l'espérer, déjà mises en œuvre pour sécuriser l'architecture numérique du ministère de l'Intérieur ? J'en viens maintenant au second point de cette audition qui concerne l'application de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Vous savez sans doute, Monsieur le ministre, que le Sénat est particulièrement vigilant sur cette question compte tenu de la persistance de la menace. Malgré une mobilisation sans faille des policiers, gendarmes, douaniers, surveillants pénitentiaires, des magistrats et de tous ceux qui concourent à lutter contre le narcotrafic, la situation reste en effet dramatique. Le prix de la cocaïne est en baisse, les narcomicides se multiplient dans le sud de la France et des voix s'élèvent pour dénoncer les risques de noyautage des conseils municipaux par les narcotrafiquants à l'issue des prochaines élections municipales. Plus inquiétant encore, pour reprendre vos propres mots, un point de bascule a été franchi avec l'assassinat sauvage du frère du militant Amine Kessassi à Marseille au mois de novembre. Il est donc plus qu'urgent d'agir. À l'initiative du Sénat, le Parlement a donné de nouvelles armes à l'administration pour lutter contre ce fléau. Près de 6 mois après l'entrée en vigueur de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, nous souhaitions donc faire un bilan de son application. J'aurais donc plusieurs questions précises sur des champs relevant de votre compétence, étant entendu que plusieurs dispositions clés de ce texte relèvent évidemment du garde des Sceaux. Premièrement, où en est le gouvernement dans l'édiction des décrets d'application ? À la fin décembre, seuls 14% des décrets nécessaires avaient été publiés. C'est un taux qui ne paraît guère satisfaisant, d'autant que cela concerne certaines dispositions clés qui sont de ce fait encore inapplicables. Je pense notamment à la refonte du régime des repentis ou au niveau statut d'informateur et d'infiltré civil. Deuxièmement, pourrez-vous faire le point sur l'usage par les préfets des nouveaux outils de police administrative qui leur ont été confiés pour lutter contre l'emprise du trafic sur le territoire ? Je pense notamment aux fermetures administratives de commerce, à l'expulsion locative ou aux interdictions de paraître sur les points de deal. Je sais qu'un usage en a été fait puisque lors des vœux de ma propre préfecture, j'ai entendu le préfet qui a pu nous évoquer ces points. Donc, nous attendons bien sûr un des éléments au niveau national.
Troisièmement et dernière question sur ce sujet, sur la question du haut du spectre, plus précisément, pourriez-vous nous indiquer dans quelle mesure les services se sont emparés des outils de la loi narcotrafic? Le nouvel état-major de la lutte contre la criminalité organisée a-t-il notamment produit des premiers résultats? Je vous remercie pour l'ensemble de ces réponses et vous cède la parole, Monsieur le Ministre, avant de la céder à nos collègues. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, on traite les questions dans l'ordre. Hein. Donc, vous avez donc d'abord l'attaque cyber. Bon. Donc, effectivement, donc le ministère de l'Intérieur a subi une attaque cyber. Alors, je tiens à préciser qu'il y a des éléments. C'est compliqué pour moi de tout dire. Hein. Il y a des éléments qui touchent à la sécurité de nos systèmes d'information qui sont protégés. Premièrement, deuxièmement, il y a une enquête judiciaire en cours. Donc, ce qui m'empêche de révéler un certain nombre de choses parce que pour certaines, je n'en ai pas forcément connaissance. En vrai, on a connaissance de beaucoup de choses parce qu'en même temps que l'enquête chemine, nous, on travaille à renforcer nos systèmes d'information, évidemment. Et beaucoup de choses ont été faites immédiatement. Au moment où je vous parle, évidemment, il y a énormément de mesures qui ont été prises de protection pour tirer les conséquences de cette attaque. Sur les faits, hein, comment les choses se sont passées, le 25 novembre, hein, donc la Direction générale de la police nationale a constaté donc qu'un certain nombre de mots de passe de plusieurs boîtes mail avaient été modifiés. Et que donc on a procédé à un certain nombre de vérifications et il est apparu que ces adresses mail, qui étaient essentiellement des adresses mail de la police nationale, et quand je dis essentiellement, c'est exclusivement de la police nationale, qui ont été donc piratées, compromises. Donc le hacker s'est rendu maître de ces boîtes mail, à travers lesquelles il a pu procéder à un certain nombre de recherches, une fois s'il était rentré dans ces boîtes mail, en tapant des mots-clés. Hein, donc, et c'est là où on peut parler donc de défaut d'hygiène numérique, hein, c'est-à-dire que sur ces boîtes mail, il a tapé une cinquantaine de mots-clés, secrets, des noms d'applications, mots de passe, pour essayer de sélectionner, des mails qui portaient sur ces informations. Et il est effectivement tombé sur des échanges entre des agents qui s'échangeaient des mots de passe pour l'accès à un certain nombre d'applications. Alors en même temps, je regarde les directeurs qui me confirmeront parce que c'est un sujet qui est évidemment très technique. Et il a pu donc avoir une adresse mail, des mots de passe qui ont pu lui permettre de rentrer sur un portail sur lequel figurent beaucoup d'applications de police, et il a pu aller en consulter un certain nombre. Hein, donc il a pu en consulter un certain nombre. En fait, ce sont alors je donne un chiffre, hein, c'est un ordre de grandeur, mais il y a 150 applications de police. Hein, il a pu environ 150, et il a pu en consulter 7. Hein, donc 7 qu'il a consultés. Parmi lesquels, pour les plus importantes, on a le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires, le fichier des personnes recherchées et les fiches Interpol. C'est pour les principales. Hein, donc voilà. Donc il a consulté un certain nombre de fiches et il en a extrait un certain nombre. Hein, donc il y a eu des extractions. Alors j'avais donné un certain nombre d'éléments chiffrés. Parce que je tiens quand même, et j'ouvre une parenthèse à dire qu'on a fait preuve de la plus grande transparence dans ce dossier. Dès qu'on a eu connaissance de l'attaque, j'ai été interrogé, je crois, très certainement, c'est pas je crois, à l'Assemblée nationale, où j'ai donné un certain nombre d'informations très précises. Alors, sur ce qu'il a pu consulter, surtout extraire. Hein, donc, les chiffres précis, je vais vous les donner. Donc, voilà. Donc, il a, sur le TAJ, hein, oui, je l'ai là. Sur le TAJ, il a... alors, je tiens à préciser aussi, en préalable, hein, le ministère de l'Intérieur, c'est 300 000 agents, c'est des centaines d'applications, avec plusieurs portails, hein, des dizaines de portails. Donc là, je ne parle que d'un portail où il y a des applications de police. J'y reviendrai après. Hein. On sait que d'autres applications importantes, comme les applications de ressources humaines et autres, n'ont pas été visitées. Enfin, il n'y a pas eu d'intrusion. Donc, pour les trois principales, hein, donc 7 consultées, 3 vraiment importantes.
pour le traitement des antécédents judiciaires. Je tiens à dire, il y a 19 millions de fiches sur ce traitement des antécédents judiciaires. Il en a exfiltré 72. 72 fiches ont été exfiltrées. Donc, et il a extrait un certain nombre, plusieurs dizaines de milliers de lignes. Les lignes, ce sont des sommaires. C'est le nom de la personne, son état civil, enfin, un certain nombre d'informations qui ne comportent pas le motif de l'inscription au TAJ. Donc 72 fiches extraites et plusieurs dizaines de milliers de lignes, donc de noms de personnes qui sont inscrites au TAJ. Ça a été exfiltré. Donc au traitement des antécédents judiciaires. Pour le fichier des personnes recherchées, il a procédé à l'extraction de 23 fiches et environ 3000 éléments de sommaire. Donc c'est bien ça. Donc voilà. Et puis pour ce qui est de la fiche Interpol, il en a consulté 10 et une seule a été retirée, a été exfiltrée. Alors, l'attaquant n'a pas procédé à des modifications, destruction de quoi que ce soit. Donc, il n'est pas intervenu de manière active sur les documents. Il n'y a pas eu de modification. Voilà. Donc, il est resté, a priori, je suis très prudent, il est resté sur le portail dont je vous parle. Donc on a deux visites sur 2 autres portails, mais sans certitude quant au fait qu'il est vraiment cheminé dessus. Voilà. Donc à date, on n'a pas d'éléments, on va dire, d'inquiétude. Mais on reste très prudent parce que les investigations se poursuivent, à la fois dans les services, évidemment, et à la fois en judiciaire. Voilà ce que je peux vous dire sur ce qui s'est passé. Alors, on n'a plus eu donc la détection sur les dates. Je vous redonne les dates pour que les choses soient précises. Le 25 novembre, la DGPN se rend compte que des boîtes mail ont été piratées. Donc dès le 28 novembre, évidemment, on procède à un certain nombre d'opérations, de modifications de mots de passe sur ces boîtes mail. Et on a l'information qu'il a accédé au portail, qui comporte tous les fichiers que je viens de citer, le 8 décembre. Le 8 décembre. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il y a évidemment des enquêtes judiciaires qui se mettent en place, une enquête judiciaire qui se met en place, les services sont saisis, enfin même avant ce moment-là, on a lancé des enquêtes judiciaires et c'est l'Office de lutte contre la cybercriminalité qui a été saisi, qui est en charge de ces investigations. Voilà. Alors, sur les mesures que nous avons prises immédiatement suite à ces faits, donc on a évidemment pris un certain nombre de mesures très rapidement, que je vais vous citer, et dans l'ordre surtout dans lesquels on les a prises. On a pris des mesures de court terme, des mesures mises en œuvre conjoncturelles, tout de suite, immédiatement, pour limiter l'ampleur de cette attaque. À date, on a une personne qui a été interpellée. Elle a été interpellée. Donc, on n'a plus de traces actives d'attaque depuis la mi-décembre et la personne depuis le 12 décembre, je crois, où on n'a plus de. Attendez, je regarde la date exacte. C'est depuis le 17, on n'a plus le 16. Voilà, le 16. Depuis le 16, c'est la dernière trace vivante, on va dire, d'intrusion, et il est interpellé le 17. La personne est interpellée le 17. Donc, pour répondre à votre question, a priori, nous, on n'a connaissance que d'un auteur. La probabilité, généralement, l'expérience montre que ce sont souvent des groupes de hackers. Il n'est pas complètement exclu qu'il y ait d'autres personnes. Mais pour l'instant, on a identifié et interpellé qu'une seule personne. Voilà, une seule personne. Après, effectivement, il y a eu une revendication d'un groupe qui laisse à penser que l'action pourrait être une représaille contre une opération qui avait été menée par la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la préfecture de police, dite la BL2C, qui avait interpellé un groupe de hackers. Et on a l'impression que la revendication, c'est un peu une espèce d'action qui est annoncée en représailles. Alors, sur les mesures qui ont été prises immédiatement, on a immédiatement donc réinitialisé tous les mots de passe de l'ensemble des comptes gestionnaires de messagerie.
On a supprimé un certain nombre de comptes pour ceux dont les agents étaient partis et qui ne les avaient pas supprimés. Ça représente 1 millier de comptes à peu près. On a réinitialisé les mots de passe des boîtes qui avaient été compromises immédiatement, tout de suite. Et puis, on a surtout procédé, alors un travail qui a été important, qui a été fait par les équipes, à partir de j'emploie le mot signature, c'est pas le mot technique, mais de l'assaillant, on a regardé partout où il était passé dans nos systèmes. Donc c'est d'ailleurs comme ça qu'on a repéré ensuite les 7 applications qu'il a visitées, et puis sa trace dans 2 autres portails, même si, encore une fois, dans ces 2 portails, il n'y a pas eu d'action de sa part. Donc il y a eu ça. On a fait ce qu'on appelle un criblage et un rétro-criblage pour essayer de voir par où il était passé. Alors évidemment, mais ça relève pas de ma compétence, mais c'est l'ANSSI qui est en charge de ça, puisque l'ANSSI a été associée dès le départ à tout cela. Cette signature, elle a été communiquée à tous les ministères en interministériel pour qu'on puisse s'assurer que l'assaillant n'ait pas agi dans d'autres ministères. Et je n'ai pas connaissance, moi, des investigations en cours dans d'autres ministères. On a ensuite analysé l'ensemble des journaux d'activité sur toutes les applications pour essayer de retrouver trace de cet assaillant ou d'une autre intrusion malveillante. Donc, on a ensuite effectué un certain nombre de basculements sur tous nos profils Orion. Et puis, on a transmis, comme je le disais à l'instant, les indicateurs de compromission à l'ANSSI qui a fait le relais à tous les ministères. Ça, c'était pour les actions, évidemment, d'urgence, immédiate. Et puis, ensuite, on a imposé aussi la double authentification systématique. Sur tous les portails qui avaient été... sur toutes les applications qui figuraient sur le portail sur lequel avait pénétré l'assaillant, on a immédiatement imposé la double authentification. Ce qui est évidemment très lourd pour les agents. Ça veut dire, on aura l'occasion de préciser ce que ça signifie exactement en réponse éventuellement à vos questions. Ensuite, vous pouvez nous le dire tout de suite, ce que c'est que la double identification. Alors, je parle sous votre contrôle, c'est l'utilisation à la fois d'une carte. Donc, soit les agents ont une carte sécurisée, donc c'est la carte. Bon, tout le monde n'a pas de carte. Soit c'est il y a un double mot. Voilà, la carte que vous voyez ici, donc ne pas filmer. Donc, qui est une carte authentifiée. Ou alors c'est le double verrou pour entrer sur une application en général. C'est ça. Donc, il y a 2 manipulations. Voilà, donc sur le moyen et le long terme, évidemment, on va généraliser cette double authentification sur tous les portails, sur toutes nos applications, que ce soit des applications police ou hors police. Et ça, ce travail, il est en cours. On a des centaines d'applications, il faut bien l'avoir en tête. Applications police, on a des applications comme l'ANEF, Rezana, on a énormément d'applications. Ensuite, on a évidemment renforcé les contrôles internes sur les pratiques de sécurité. Nous travaillons à une nouvelle messagerie, à la mise en place d'une nouvelle messagerie, plus sécurisée bien sûr. Et puis, on a créé un certain nombre on a lancé un certain nombre d'audits. Moi, j'ai saisi l'ANSSI, j'ai demandé un audit aux inspections générales. Et donc, on travaille évidemment en interne à plusieurs procédures d'audit qui ont été lancées. Donc, voilà pour les mesures qui ont été mises en œuvre. Je dois dire quand même que, évidemment, tout ça, c'est ce qui est passé est très grave. Je l'avais dit, redit, et j'assume de le dire. Mais je dois dire aussi que le ministère a fait des efforts énormes ces dernières années, comme tous les ministères, pour sécuriser ces systèmes d'information, notamment à l'approche des JO. Pas seulement, mais notamment à l'approche des JO. Sécuriser des systèmes d'information, ça veut dire déjà d'établir une cartographie de tous les systèmes critiques, ce qui a été fait dans le cadre des Jeux, de mettre en œuvre des procédures d'homologation systématique qui se font au fur et à mesure. Moi, je l'ai vécu quand j'étais préfet de police, en tant que chef d'une administration. Plusieurs de nos systèmes d'information sont passés au crible de l'ANSSI et on a homologué les uns après les autres tous nos systèmes d'information. Je vais y venir. Donc ensuite, donc on a mis sous supervision les systèmes qui sont les plus critiques. Et ça, c'est une mission qui est confiée au Centre de cyberdéfense du ministère de l'Intérieur, qui en temps réel suit le fonctionnement d'un certain nombre d'applications. J'ai eu la chance de les visiter. Ils sont dans un endroit qui est tenu évidemment secret.
et ils suivent en temps réel les applications. Et le nombre d'applications suivies n'a cessé d'augmenter. Il n'a cessé d'augmenter ces dernières années, et surtout, le volume d'informations qui peut être criblé n'a cessé également d'augmenter. Bon, je pourrais éventuellement vous donner un certain nombre de chiffres, évidemment, à cet égard. Et évidemment, avec au sein pour les forces de sécurité intérieure, on a mis en place évidemment tout un tas. Alors je parle avant l'attaque, tout ce dont je parle, c'était avant l'attaque. On a eu un certain nombre d'homologations, de mesures de prévention qui ont été mises en œuvre. Voilà. Alors la question évidemment, c'est est-ce que les moyens alloués sont suffisants? Enfin oui, on a quand même dans chaque service des responsables de la sécurité numérique qui sont désignés, qui sont responsables de ces questions. On a le centre de cyberdéfense du ministère de l'Intérieur qui comporte plusieurs dizaines d'agents. Et on investit évidemment chaque année des sommes d'argent considérables dans la sécurisation de nos systèmes d'information. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je ne sais pas si vous voyez autre chose à rajouter sur cette attaque. C'est très, très compliqué. Voilà. On a quand même des investigations judiciaires en cours. À date, je ne suis pas certain qu'on ait tout identifié, mais la probabilité même assez forte qu'on ait identifié l'ampleur de l'attaque dont on a été victime. Je n'ai pas connaissance à date d'autres éléments que les éléments chiffrés que je vous ai donnés sur les éléments qui ont pu être exfiltrés de nos systèmes d'information. Je n'ai pas connaissance, moi, d'autres éléments d'information. Nous avons immédiatement mis en place des cellules que je vais appeler cellules de crise, c'est pas le nom exact, mais qui se réunit c'est tous les jours. On a 2 points de synthèse par jour. Ces derniers temps, on est passé à 1 point de synthèse. Moi, ils me sont remis à l'ensemble de l'équipe et moi, ma directrice de cabinet, moi-même personnellement, pour suivre au fur et à mesure, à la fois les actions de remédiation qu'on met en place et ce qu'on détecte sur l'assaillant. Encore une fois, indépendamment de la procédure judiciaire. Voilà, donc, mais on peut considérer que pour ce qui est de l'attaque, elle a été endiguée, donc elle est endiguée, et que maintenant on est dans une démarche de remédiation, mais qui sera forcément longue, qui sera forcément très longue. Et encore une fois, j'insiste, nous avons des centaines d'applications, 300 000 utilisateurs, et des problèmes d'hygiène numérique qui sont à la base de cette attaque sont pour nous une vraie difficulté, d'autant plus que on comprend que l'assaillant a ciblé ceux des personnels qui étaient quand même au cœur de ces sujets. Donc voilà, on a été quand même un peu surpris de constater qu'il pouvait y avoir des échanges de mots de passe par mail, ce qui permet ensuite d'accéder à des applications, évidemment. Bon, c'est le cas de l'agent qui va être en télétravail, c'est le cas de l'agent qui a plus son code, qui a plus... Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité, évidemment, renforcer nos systèmes d'information, nos systèmes de sécurisation avec cette double authentification systématique. Précisément, voilà ce que je peux vous dire. Monsieur le ministre, sans pour continuer sur ce point, de ce que vous indiquez, en fait, j'ai compris, le double mot de passe fait que ça n'est pas aussi facile peut-être de hacker une messagerie que ça ne l'a été, mais la question, elle est moins celle du double mot de passe, si je comprends bien, c'est que de la nature des échanges. Donc, quelles sont les instructions qui sont données au personnel de ce point de vue? Puisque c'était manifestement, je pense que ce ne sont pas les instructions du ministère de l'Intérieur que dire échanger vos mots de passe par mail. Non. Donc, quelle est la remédiation que vous avez trouvée de ce point de vue? D'abord, il y a des instructions permanentes. Évidemment, c'est totalement proscrit d'échanger des éléments par messagerie. On passe des messages réguliers, on fait des tests, on teste les agents pour éviter qu'ils commettent ce type d'imprudence, ou voir qu'ils se fassent hameçonner aussi. Il y a aussi les tests anti-hameçonnage. Bon. Ce que je tiens à dire, c'est que chaque application où il y avait une double authentification, donc c'est-à-dire l'assaillant n'a pas rentré. Sur toutes les applications qui a été déjà pourvu de la double authentification, et il y en a, il n'a pas pu pénétrer. Ça, c'est certain. On sait qu'il a tenté, mais il n'a pas pu pénétrer. Voilà. Et donc, on utilise la carte agent et on renouvelle très régulièrement les mots de passe aussi. C'est quelque chose qu'on demande de manière... Voilà. Donc, il y a des instructions permanentes d'hygiène numérique qu'on adresse aux agents et qu'ils doivent évidemment suivre avec beaucoup de précaution et d'attention. Non, pour moi, c'est bon. Sauf si on finit les questions peut-être sur ce sujet. Oui. Sur ce sujet. Madame Haribey et après Monsieur Benaroche.
Et Madame de La Gontrie ensuite. C'est une question en même temps une remarque, parce que moi j'ai le souvenir quand même dans d'autres fonctions que vous aviez pour les Jeux Olympiques, que vous étiez venu nous expliquer la qualité des mesures de sécurité qui avaient été mises en place sur ces éléments de cybersécurité. Enfin, l'impression qu'on a, c'est quand même qu'il y a eu un relâchement, ou en tout cas un manque de culture, de vigilance en matière de cybersécurité, qui quand même, enfin, c'est quand même un peu effarant. C'est-à-dire que même nous, ici, on a des doubles authentifications pour rentrer sur nos comptes, nos fameux comptes Julia. Donc, je veux dire, on a du mal à comprendre, en tout cas, les pratiques qui couraient avant cette attaque. Et donc, tout ce que vous dites, c'est du bon sens. Et à mon avis, oui, c'est des bonnes réactions. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un relâchement quand même depuis les Jeux Olympiques, où vous nous aviez beaucoup impressionnés sur les mesures de sécurité qui ont été prises et qui ont visiblement donné des résultats? Oui, c'est ce que j'allais vous dire. J'espère qu'on n'a pas fait que vous impressionner sur la façon dont on a présenté les choses, parce que c'était quand même un sacré challenge. J'ai beaucoup pensé qu'on allait se planter quand même, je veux le redire. Bon. Non, attendez, quand on est venu ici, quand on est venu avec, moi comme préfet de police à l'époque, Gérald Darmanin, comme ministre de l'Intérieur, on vous a présenté tout ce qu'on avait fait en termes de sécurisation de nos systèmes d'information qui étaient dédiés aux Jeux. Il n'y a pas un monde où un assaillant qui s'en serait pris aux Jeux Olympiques allait attaquer le TAJ ou le FPR. Donc, c'est pas le sujet. Le sujet, c'était le système de billetterie, c'était le système qu'on a créé, d'ailleurs, vous savez, on en avait débattu ici même, pour assurer nos fameux QR codes, les contrôles, tout ça, c'était robuste, c'était solide, parce que ce qu'on a sécurisé, on a priorisé une sécurisation, Olivier, je parle sous ton contrôle, de tous les systèmes d'information qu'on a utilisés pendant les Jeux. Voilà, donc toutes les bases de données des Jeux ont été hyper sécurisées, et de fait, malgré les nombreuses tentatives qu'il y a eu, il n'y a pas eu d'intrusion sur les systèmes informatiques des Jeux. Voilà. Mais là, on parle des centaines d'autres fichiers du ministère, des autres applications. Voilà. Mais c'était une priorité, la sécurisation du cyber pendant les Jeux, et on a mis le paquet sur toutes ces applications qui ont été, pour certaines, créées pour les Jeux, ou utilisées de manière massive pour les Jeux, et elles étaient totalement sécurisées. Je dirais, c'est pas un relâchement. Il y a une remise à niveau dans tous les ministères. Les failles qui existent dans nos systèmes d'information, elles sont connues, on y remédie dans tous les ministères, et ces dernières années, on a fait beaucoup d'efforts, mais force est de constater qu'il y a encore des efforts à mener. C'est ce qu'on fait au ministère de l'Intérieur. Sans rentrer dans le détail des explications factuelles, et je vous en remercie que vous nous avez donné, Monsieur le Ministre, 3 questions qui essayent d'élargir en prévision d'eux et en fonction de ce qui vient de se passer. La première, on a une directive qui s'appelle NIS 2. Cette directive, elle est censée nous faire progresser en matière d'évaluation et de protection contre les attaques, contre les cyberattaques. Voilà. Elle aurait dû rentrer en vigueur, cette directive, mais elle n'est pas rentrée en vigueur puisque le texte sur la cybersécurité est toujours en suspens. Donc ma question est, bien qu'elle ne soit pas rentrée en vigueur, aujourd'hui, est-ce que les différentes entités dépendantes du ministère de l'Intérieur sont déjà en conformité avec la directive NIS 2 ? Deuxième question, il y a eu une cyberattaque, elle est l'objet d'individus, peut-être un seul, peut-être plusieurs, on ne sait pas exactement, l'enquête est en cours, très bien. Mais aujourd'hui, on sait par contre que l'État, via la DGSI, contractualise avec une société qui s'appelle Palantir. Société Palantir, c'est le principal sous-traitant américain en symbiose avec l'appareil de surveillance US. Donc ma question, un peu étendue par rapport à l'affaire, c'est comment garantir notre souveraineté sur nos fichiers, c'est sur ceux du ministère de l'Intérieur, en faisant entrer une entité au service d'une puissance étrangère dans nos propres services, surtout quand on connaît aujourd'hui la situation internationale. Et dernière question, on sait que le vol de données se multiplie, pas seulement au ministère de l'Intérieur, partout. Beaucoup d'entre nous ont déjà été victimes sûrement de vol de données. Il y a un chiffre qui circule, je ne sais pas si vous le confirmerez, qui dit qu'il y a 9 Français sur 10 qui, d'une manière ou d'une autre, par l'intermédiaire d'un organisme quelconque, sécurité sociale ou banque ou autre, a été victime d'un vol des données. Donc, est-ce qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en place par le ministère de l'Intérieur pour stopper, non pas le vol de données, mais pour stopper la revente de ces données, puisque la plupart du temps, les données sont volées pour être revendues. Merci, Madame de La Gontrie. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre de votre sincérité, mais c'est vrai que la description que vous faites est assez effarante.
on identifie une espèce de naïveté ou, pour pas dire amateurisme, dans la façon dont tout ça a pu être géré en amont. Et vous faites référence au jeu, vous avez raison. Mais donc, si j'ai bien compris, il y avait plus de sécurité pour un visiteur qui avait un billet pour aller au JO, pour assister à une épreuve, que pour accéder aux fichiers de police. Donc, on est quand même dans un schéma qui est absolument ahurissant, puisque, si on en croit la presse, c'était tellement facile qu'un môme de 22 ans a pu pénétrer dans votre système et dans le portail, je pense que c'est Keops dont vous parlez. Donc tout ça est assez préoccupant parce que je n'ai pas l'impression de ce que vous évoquez que la formation ou la compétence exceptionnelle de ce jeune homme ait été mise en avant. Il faut dire que si on a le mot de passe et tout ce qu'il faut, c'est pas très compliqué de pénétrer bien. Alors, vous avez évoqué... alors, j'ai pas très bien compris parce que vous avez évoqué 7 applis, mais en fait, vous n'en avez évoqué que 3, j'imagine que c'est les principales. Le TAJ, le FPR et des fiches Interpol. Est-ce que vous pouvez nous affirmer que donc il n'y a eu ni modif ni destruction des fiches contenues? Est-ce que est-ce que ces fichiers permettent l'accès à des procédures pénales en cours? Vous savez que le TAJ, c'est l'ensemble des mises en cause. C'est ce qui fait d'ailleurs que la plupart des Français sont dans le TAJ et ne le savent pas. Comment expliquez-vous que la double identification n'ait pas été mise en place plus tôt? Parce qu'on souriait, parce qu'on est d'un naturel souriant. Mais même pour faire notre compta au Sénat, on doit faire une double identification. N'importe quel compte bancaire, on a une double identification. Donc, c'est quelque chose d'assez ahurissant. Est-ce que vous pouvez affirmer que donc certaines applications qui avaient cette double identification n'ont pas été pénétrées? Et enfin, est-ce qu'il y a eu des sanctions à l'égard des personnels qui n'ont pas respecté, si j'ai bien compris, les règles de sécurité qui leur avaient été demandées? Merci. Monsieur Hussein Bourgi. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je voudrais commencer par vous remercier pour la transparence dont vous avez fait preuve depuis le début de cette audition. Cela vous honore et cela honore toute démocratie dans laquelle un responsable politique vient dire les choses aussi simplement que vous les avez dites. Donc merci pour cela. Je voudrais pour ma part témoigner de ce que nous vivons, à savoir le risque cyber qui est partout. Dans nos départements respectifs, il y a des communes dont les sites internet sont hackés, il y a des hôpitaux, il y a divers organismes publics comme privés dont les sites et les données sont hackés. Pendant très longtemps en France, lorsqu'on parlait de la sécurité, on parlait de la sécurité des personnes et des biens. Peut-être que le moment est venu de revoir notre doctrine consistant à dire que les données sont aussi importantes à préserver et à prendre en compte la donnée comme étant un objet à part entière d'intérêt dans notre doctrine et dans notre philosophie et dans notre approche de la sécurité. Sécurité des biens, sécurité des personnes, sécurité des données. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on vous prive de vos données, et vous le savez, les données peuvent être sensibles, parfois elles ne le sont pas, mais lorsqu'elles sont sensibles, elles peuvent avoir des conséquences délétères pour les personnes qui en sont les victimes. Ma question, ou ma double question, est la suivante. Première question, est-ce que les personnes dont les données ont été retirées, ont été récupérées par le hacker, ont été approchées par vos services, par les services de l'État, pour savoir tout simplement est-ce que ce hacker ou d'autres donneurs d'ordre ont pu en faire un usage contre les personnes concernées? Deuxième chose, à quelle échéance pensez-vous, vous, mais le gouvernement de manière générale, pouvoir nous présenter un projet d'action qui nous prépare à ce type de risque? Aujourd'hui, on parle d'un fait qui est survenu. Très bien, c'est normal de le comprendre, c'est normal de l'appréhender. Mais ce qui m'importe, c'est de me projeter dans les 5, les 10, les 15, les 20 prochaines années. Comment la France, aujourd'hui, travaille-t-elle pour être mieux outillée
pour tout simplement éviter ce genre de situations qui peuvent être délétères pour à la fois les informations personnelles, mais aussi pour l'économie, parce que vous le savez, avec le piratage, on peut mettre un pays à l'arrêt sur le plan économique en bloquant les voies de transport, les aéroports, les gares. Et donc, nous avons besoin d'être rassurés et de rassurer notre population qui a découvert ces faits-là. Tant que ça se limitait à une commune ou à un hôpital, ça créait de l'émoi au niveau local. Mais quand ça concerne le ministère de l'Intérieur, là, l'inquiétude grandit. Nous avons besoin de rassurer nos concitoyens, nous avons besoin de rassurer nos compatriotes. Et pour les rassurer, il faut poser des actes, pas tout de suite, mais dans quelques semaines, dans quelques mois peut-être, il serait bon qu'on puisse avoir un véritable cap qui engage notre pays pour les prochaines années en matière de lutte contre le risque cyber. Merci. Et enfin, je crois sur le sujet, Madame Josande. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci effectivement pour ces explications et votre transparence. Donc je ne sais pas si vous pourrez aller jusqu'à ce niveau de réponse, mais j'ai une question de profane en termes de technologie et de cybersécurité. Le point de départ, c'est le constat de l'infraction. Moi, j'ai une interrogation profonde sur le constat de l'infraction et comment, puisque j'ai cru comprendre que dans cette affaire, vous aviez pisté ou en tout cas été alerté de la situation par le fait qu'il y avait une consultation anormale de la part d'un seul agent, ou en tout cas une consultation répétée des dits fichiers, et que c'est ça qui vous a mis en alerte. Donc, quid de la situation où quelqu'un qui serait un peu plus averti ferait en sorte de distiller ces consultations pour être moins repérés. D'ailleurs, peut-être cela se passe-t-il, et notamment dans le cas où, là, donc vous avez remonté la chaîne pour constater qu'effectivement, puisque vos agents s'en sont forcément défendus, et vous avez trouvé ce qui s'est passé, à savoir cette communication de mot de passe par mail, et le fait que ce soit à la base une boîte mail qui a été piratée, hackée. Donc, quid des cas où, finalement, les mots de passe seraient, puisqu'on a quand même un sujet aussi en France aujourd'hui sur lequel il faudra s'attaquer en parallèle de la cybersécurité, mais celui de la corruption aussi de certains agents. Quid des cas dans lesquels les mots de passe ont éventuellement été communiqués? Comment fait-on pour constater l'infraction dès lors qu'il n'y aurait pas justement quelque part cette imprudence ou puisqu'il n'a pas été forcément très malin celui-ci de hacker en faisant des manipulations qui vous ont mis en alerte, parce que autant je comprends comment on se rend compte qu'on a essayé de craquer un mot de passe en insistant, autant je comprends moins comment on constate l'infraction quand la personne est rentrée dans une application ou un serveur en ayant eu les informations pour y accéder et en étant beaucoup plus discret. Voilà. Donc je ne veux pas évidemment vous mettre en difficulté, mais c'est une réelle interrogation que j'ai. Je pense qu'il faut se poser par rapport à ce que disait mon collègue, à la définition d'une véritable politique en matière de lutte contre la cybercriminalité. Je vais les traiter un peu dans le désordre parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ah oui. D'abord, sur ce qui s'est passé, il n'y a pas eu, je le redis, de modification de fichiers, voilà, il n'y a pas eu de destruction et aucun des éléments prélevés ne concernait les procédures en cours. Il n'y a pas de, voilà, il y a rien eu, il n'y a pas d'utilisation malveillante, si ce n'est que d'essayer, je pense, de récupérer des données, comme le font certains hackers, qui ensuite les revendent sur le darknet. On peut penser que c'est de ça dont il s'agit. On n'a pas détecté d'actions faites à dessein sur tel et tel individu. Qui, à ma connaissance, sauf à ce que ce soit dans un cadre judiciaire, n'ont pas été approchés. Il y a pas de, voilà. Les personnes qui sont au FPR ne sont pas censées le savoir, d'une part. Et d'autre part, pour le TAJ, en général, elles savent qu'elles y figurent, puisqu'elles sont soit victimes, soit elles ont été condamnées. Voilà. Donc, de ce point de vue, on n'a pas approché, le ministère de l'Intérieur, les personnes concernées. En judiciaire, je ne sais pas. Peut-être en judiciaire pour faire des recoupements et autres, mais nous, on n'a pas identifié, on ne nous a pas signalé qu'il y avait un ciblage, en tout cas, cohérent qui ait pu être effectué.
Voilà. Mais là encore, c'est vraiment du judiciaire. Moi, je suis à la limite de ce que j'ai le droit de dire ou pas, mais je peux, et sauf à être ensuite, est-ce que l'OFAC me contredise, mais pour l'instant, moi, ça ne m'est pas remonté tel que. Voilà. Sur l'amateurisme, madame la sénatrice, bon, je veux dire, on a 1000 systèmes d'information. Hein. On a 1000 systèmes d'information. Voilà. Donc, pourquoi on n'a pas mis la double authentification partout dans tous les systèmes? Parce que ça n'existait pas partout. Et on le déploie au fur et à mesure. Évidemment, on a accéléré les choses avec ce qu'on a subi, mais ça prend énormément de temps. On parle de 300 000 agents, et c'est évidemment extrêmement perturbant pour le travail des agents. On ne peut pas d'un coup de baguette magique passer de l'authentification simple au mot de passe à la double authentification. Voilà. Donc on a lancé cette action de double authentification qui est devenue effective pour toutes les applications du fameux portail. Elles le sont maintenant. Donc le FPR maintenant, oui, il y a double authentification. Voilà. Donc cette décision, elle va prendre un certain temps à être mise en œuvre, mais pas tant que ça finalement. Mais en tout cas, elle a un impact assez important pour les agents. On a dû prendre un certain nombre de mesures extrêmement restrictives sur la façon dont les agents travaillaient au quotidien. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais enfin, télétravail et autres s'est retrouvé directement impacté par les mesures qui ont été prises. Sur le plan d'action, moi, voilà, j'ai lancé un certain nombre d'audits, de rapports. Moi, il n'y a pas de problème, hein, Madame la Présidente, pour que je vienne un jour, le moment venu, présenter le bilan de tout ce qu'on aura découvert, y compris notre plan de remédiation. Mais je ne peux parler que pour mon ministère, que pour le ministère de l'Intérieur, et pas pour les autres ministères, évidemment. Sur le sujet de je n'ai cité que les 3 fichiers. Il y a 7 fichiers sur lesquels il s'est baladé, et il y en a 3 où il a extrait des choses. Voilà, j'ai cité que les 3 où il avait extrait des choses, donc pas de modification, pas de procédure en cours. Pour ce qui est des sanctions, on verra évidemment. Enfin, il y a une autre, c'est quelque chose que j'ai évidemment demandé en administratif. Hein. Oui, on va regarder les personnes qui ont été concernées dont les messageries ont été compromises et qui ont échangé des données qu'ils n'avaient pas à échanger entre elles de manière en clair. Voilà, en clair. J'ouvre les guillemets. Après, sur le hacker, il est extrêmement compétent. Hein. Il faut pas, voilà, c'est tous ces geeks hackers. Il a 22 ans, mais il est manifestement très compétent quand même. Hein. C'est pas, il passe pas, c'est pas. Il faut une certaine technicité quand même pour faire ce qu'il a fait. Il faut une certaine technicité. Sur l'outil Palantir, c'est là on est un peu en marge. Oui, on n'est pas loin du sujet, mais en même temps on est très près parce que moi j'ai été DGSI, donc je connais bien le sujet. Palantir, c'est un outil de traitement de données hétérogènes. Hein. Moi, en 2017, lorsque j'ai été nommé DGSI, il m'avait évidemment été demandé de regarder comment les choses fonctionnaient. C'est un choix de mon prédécesseur que j'ai totalement assumé pour 2 raisons. Parce que, à date, je ne sais pas où on en est d'ailleurs, puisque le déploiement se poursuit, à date, on n'a pas de capacité souveraine capable de produire les mêmes effets. Quand vous êtes nommé directeur général de la sécurité intérieure en 2017 et qu'on vous montre ce qu'est capable de faire l'outil pour retrouver des ramifications, des chaînes de contact entre des individus dont on peut soupçonner qu'elles vont commettre un attentat, je peux vous assurer que, bon voilà, hein, on réfléchit à 2 fois avant de remettre en cause un tel outil. Donc moi, j'ai confirmé le choix pertinent qui avait été fait par Patrick Calvar à l'époque. C'était le bon choix, je le redis, j'assume de le dire. Et dans le même temps, il a été lancé, comme vous le savez, hein, une réflexion sur un nouvel outil qui serait plus souverain et qui est en cours d'élaboration encore au moment où je vous parle. Ce qui a conduit, et la presse en est faite l'écho, à ce que, à juste titre, la Direction générale des sécurités intérieures reconduise encore le contrat avec Palantir. Voilà, on en est là. Alors c'est très verrouillé, c'est très... Voilà, les équipes sont des équipes dédiées qui sont à la DGSI et toutes les sécurités sont mises en place. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire hein, sur cet outil Palantir. Là, je sors un peu du sujet, mais je parle un peu par rapport
à mon passé aussi, et à mon passé à la fois de DGSI, de coordonnateur national du renseignement, et maintenant de ministre de l'Intérieur, évidemment, où je suis ce dossier de très très près. Je ne sais pas si le nom de la nouvelle application est connu. Non, on ne le donne pas. Donc on ne le donne pas, et voilà. Donc il y a une nouvelle application qui est en cours, qui d'ailleurs intéresse plein d'administrations, le traitement des données hétérogènes. Au début, on est parti sur le renseignement, et puis maintenant, il y a énormément de services administratifs qui s'y intéressent. Voilà. Mais pour l'instant, pas l'entière, donc continue évidemment d'être déployée. Sur la directive, la mise à jour concerne surtout les entreprises. En fait, pour les administrations, elles sont déjà toutes en conformité. Elles sont toutes en conformité. Donc, évidemment, y compris la nôtre. Alors, sur les... J'en termine sur le... Vous me direz si j'ai oublié un point. Le plan d'action, j'en ai parlé. On attendra le rendu de l'audit de l'ANSSI, des inspections. Et il n'y aura pas de difficulté pour que, évidemment, j'en parle. Et puis, sur l'alerte, on la détecte. Enfin, l'origine de la détection, ce sont les agents qui n'ont pas pu accéder à leur boîte mail, en fait, car les mots de passe avaient été changés. Voilà, donc c'est ces agents qui se sont rendus compte que des mots de passe avaient été changés. Ce ne sont pas forcément les agents qui sont à l'origine d'eux, mais c'est puisque ceux qui ont fauté sont ceux qui ont échangé, en clair, des mots de passe, en fait, donc qui ont permis ensuite l'intrusion. Voilà, et puis ensuite, on est passé sur un suivi du centre, le centre de cyberdéfense du ministère de l'Intérieur, qui à ce moment-là s'est mis à faire un certain nombre de recherches et qui a détecté ces intrusions malveillantes. C'est ça, voilà, c'est ce, ouais. Voilà pour ce sujet hyper sensible. Je remercie, monsieur le sénateur, je sais que vous le pensez, madame la présidente, mais je redis que je considère que et nous avons fait collectivement, ministère de l'Intérieur, preuve d'une transparence qui, je crois qu'il faut aller chercher très loin dans l'histoire. Je ne sais pas si un jour ça existait sur ce sujet, parce que je considère que nous traitons des fichiers, et vous l'avez dit, madame la sénatrice, qui sont extrêmement sensibles. D'ailleurs, je tiens à dire que nous sommes évidemment sous le contrôle de la CNIL, et que la CNIL a été informée à chaque fois, puisque l'autorisation que nous donne la CNIL de traiter des données personnelles, c'est d'en assurer évidemment la sécurité. Et donc on a informé immédiatement la CNIL. Et pour la suite, madame la présidente, comme je l'ai dit, on s'engagera dans la même démarche de transparence sur les suites qui seront données. Voilà. Je présente le... Nous ne manquerons pas de vous réauditionner, monsieur le ministre, puisque vous nous le proposez si gentiment. Oui, on peut passer peut-être à l'autre sujet, encore que tout soit lié, sur le narcotrafic, si vous voulez bien. Entendu. Donc sur le narcotrafic, merci messieurs. Donc sur le narcotrafic, je change de dossier. Et j'ai mon dossier, donc je vais vous faire un état un peu précis de la mise en œuvre des décrets d'application. Alors donc tous ne nous concernent pas. Enfin, de mise en œuvre de l'application de la loi d'abord, pour dire les choses qui ont été faites. Puis ensuite des décrets qui restent à prendre quand il en fallait. Puisque nous avons eu le plaisir, l'honneur d'assister au débat sur l'article 50-1 de la Constitution sur le narcotrafic. On a bien précisé, et à l'Assemblée et au Sénat, il y a quand même beaucoup de mesures de la loi qui sont d'application immédiate. Faut pas l'oublier. On avait l'impression dans ce débat que finalement la loi narcotrafic, on l'appliquait pas. Bon, elle a été adoptée il y a 6 mois. Et j'ai redit, et je le redis d'ailleurs, madame la présidente, et j'assume de le dire, c'est pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre le trafic des stupes. C'est bien, c'est une couche supplémentaire. Couche supplémentaire qui nous est apportée, qui est extrêmement utile. On a des mesures qui vont être très utiles, notamment la création du PNACO, le chef de filiale de la DNPJ, les mesures qu'ont les préfets dont je vais parler. Mais j'avais l'impression, quand j'avais été entendu par le Sénat sur le 50-1, que la lumière s'était allumée dans mon bureau au mois de septembre 2024. Ou non, ça fait, moi je peux en témoigner, ça fait 10-15 ans qu'on travaille sur les stupes. Sous le quinquennat de M. Hollande, on a fait plein de choses. Sous les 2 quinquennats du président, on a continué et on continue. Donc voilà, je fais ce propos liminaire à dessein parce que ça me paraît important. Mais on a effectivement, dans la loi narcotrafic, des mesures qui sont extrêmement importantes et qui sont très utiles à nos services de renseignement, de police judiciaire et d'investigation. Alors, et tout ça grâce au Sénat. Tout ça grâce au Sénat et au rapport sur le narcotrafic de M. Blanc et de M. Dulin. Voilà.
Alors, sur les mesures. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place immédiatement, évidemment, hein, donc immédiatement, et notamment tout ce qui concerne les mesures, l'EMCO, hein, l'état-major qui a été mis en place dès le 17 juillet 2025, la désignation de la DNPJ comme chef de file qui s'est faite par un décret du 8 septembre 2025, hein, donc la création du PNACO qui est devenue effective le 5 janvier 2026, la publication du décret du 30 décembre 2025 prévoyant les modalités d'application des demandes de blocage et de déréférencement des sites impliqués dans le trafic en ligne par Pharos. Hein, donc là, c'est un décret du 30 décembre 2025. Depuis l'été 2025, dès la parution de la loi, sur les mesures, hein, vous en parliez, Madame la Présidente, de police administrative, et notamment donc à la main des préfets, hein, et notamment les fermetures de commerce, les injonctions aux bailleurs et les interdictions de paraître, donc elles se sont mises en œuvre immédiatement. Nous avons pour les... Alors, je réponds précisément à votre question. Hein, pour les interdictions de paraître, on en a 1682 qui ont été prononcées. Et on a eu 96 condamnations pénales pour non-respect suite aux violations de ces mesures. Les fermetures de commerce, c'est 96 fermetures prononcées. 59 sont actuellement en cours d'instruction. 59 en cours d'instruction. Pour les expulsions locatives, on a 185 injonctions aux bailleurs sociaux qui ont été prononcées. Et 15 substitutions. Donc, la procédure, vous vous souvenez, c'est injonction au bailleur d'avoir à lancer une procédure. Et quand ce n'est pas fait, le préfet peut se substituer au bailleur hein, pour lancer, en fait, purement et simplement la procédure, et y compris l'exécuter. Hein, c'est une interprétation qui est celle du ministère de l'Intérieur, mais qui, je crois, fonctionne, puisqu'on a eu 15 substitutions à bailleur opérées et donc 16 expulsions prononcées à date. Voilà. Ensuite, nous avons eu... depuis le 5 janvier 2026, la mesure du gel administratif des avoirs en matière de criminalité organisée, hein, d'une manière générale, hein, criminalité organisée, donc une procédure importante qui était conditionnée à la création du PNACO et qui s'est créée. D'ailleurs, il y a une doctrine d'emploi qui a été élaborée en interministériel, hors décret, hors texte, mais qui a été validée et qui est maintenant opérationnelle, avec là encore un certain nombre de services qui sont désignés comme chefs de file. Sur les quelques mots sur les autres, je vais quand même vous parler des autres textes. Hein, dire un mot, alors je les ai là. Pardon, il reste. Oui, voilà, pour nous, pardon, j'oubliais, le seul texte qui reste pour nous, c'est pour le ministère de l'Intérieur, hein, c'est l'évaluation collégiale des informateurs. Donc ce texte, c'est un décret en Conseil d'État que nous devons encore prendre et qui le sera maintenant rapidement. Voilà, en tout cas, on y travaille. Alors, sur les autres textes qui sont en cours de... Voilà, je vais m'appuyer sur mes notes et puis je compléterai avec les tiens. Donc, ça veut dire que, alors les autres textes, ça veut dire que ce sont soit des textes qu'on doit prendre avec un autre ministère et pour lesquels nous avons été saisis souvent pour avis. C'est-à-dire que le pilote, c'est pas nous, c'est un autre ministère. Cela étant, la balle est aussi en partie dans notre camp, puisqu'on a un certain nombre de textes pour lesquels moi j'ai été saisi pour avis. Et donc, je vais en dire un mot. Alors, à la fois les textes et les arrêtés. Hein. Donc, le décret qui instaure la DNPJ comme chef de file, j'en ai parlé. Et effectivement, alors je tiens à le dire aussi, c'est pas tout à fait lié, c'est pas un décret d'application de la loi narcotrafic, mais il est très lié. C'est que nous avons, et c'est Monsieur Rotaillot qui avait validé cette suggestion qui lui était remontée des services, et donc nous l'avons évidemment mise en œuvre. Donc je l'ai mise en œuvre, parce que c'est vraiment un truc hyper important, c'est d'inscrire au FPR les personnes qui font l'objet d'une interdiction de paraître. Hein, donc on a un décret qui a été publié le 26 décembre 2025 qui nous permet d'inscrire au fichier des personnes recherchées. C'est-à-dire qu'en cas de contrôle, ça match. Hein, ça match, voilà. Alors, sur tous les autres textes que j'ai pas cités, on a une circulaire du 24 juillet 2025 signée de Bruno Rotaillot qui a été envoyée à tous les préfets sur tout le dispositif de la loi narco qui relevait de leurs compétences. Donc ça, c'est dès le 24 juillet 2025, hein, donc d'où les mesures que j'ai citées, les chiffres que je vous ai donnés. Nous avons modifié un arrêté pour la disposition qui concerne l'habilitation des professionnels utilisant le système d'immatriculation des véhicules. On a modifié un arrêté
donc portant sur le système d'immatriculation des véhicules pour tenir compte donc de ces mesures. Sur le gel administratif, je vous ai dit, les doctrines sont adoptées. Nous avons, alors là, sur le recueil des données des passagers de navires de plaisance en escalpe, c'est des dispositions qui sont techniques, mais qui nous sont très utiles de la loi Narco, notamment quand on sait qu'il y a un certain nombre de trafics qui s'effectuent par navire, en bateau. Et il y a cette idée de mettre en place un système d'enregistrement des passages dans un certain nombre de ports de plaisance. Alors, le souci, c'est qu'on doit prendre un arrêté conjoint intérieur, ministère chargé des ports, c'est-à-dire le ministère des Transports, c'est Transports ou Transports, qui doit déterminer la liste des ports concernés. Donc on est sur une publication en 2026. Donc on y travaille d'arrache-pied et on a un décret qui doit, en Conseil d'État, qui doit préciser les modalités de justification de l'identité, puisque ce texte prévoit un relevé d'identité des passagers donc qui ont débarqué dans les ports dont on va fixer la liste. Donc ça, on y travaille. Et on aura d'ailleurs un suivi qui sera donc renforcé de ce fait. Alors concernant Pharos, j'en ai parlé. Concernant on a aussi un décret en Conseil d'État qui relève plutôt de la sphère Bercy. C'est un décret en Conseil d'État extrêmement important qui va obliger les opérateurs à relever l'identité des personnes qui achètent des cartes prépayées. Donc ça, extrêmement important pour nos contrôles. Une grande partie des échanges se font par un certain nombre d'applications, dont je ne citerai pas le nom d'ailleurs, mais qui commercialisent des cartes prépayées. Et en fait, beaucoup de trafiquants utilisent ce moyen de communication. Et donc, là-dessus, on a un décret dont la publication est attendue au premier semestre 2026. Quand je dis 2026, c'est premier semestre. C'est fixé comme échéance juin 2026. En interministériel, en juin 2026, il faut qu'on ait tous les textes maintenant pris. Donc là, on a un décret en Conseil d'État qui va définir les conditions d'application de la vérification de l'identité d'acheteurs des cartes SIM prépayées. Et des modalités, évidemment, de vérification de l'identité par l'opérateur, ainsi que de conservation des données. Voilà. En espérant qu'il soit suivi des faits. Donc, en espérant qu'il soit suivi des faits. Bon. Ça, ce sera un autre challenge, mais en tout cas, déjà, on aura ce décret. On a par ailleurs un arrêté du MI, du ministre de l'Intérieur, ministère de la Justice, qui doit désigner les services spécialisés qui seront compétents, qui auront la possibilité d'utiliser la pseudonymisation pour les enquêteurs affectés dans les services de lutte contre la criminalité organisée. Voilà. Donc, et on a ensuite un projet de circulaire à écrire là-dessus. Concernant la technique spéciale d'enquête d'activation à distance des appareils électroniques mobiles, on a un arrêté qui a été pris, qui est l'arrêté du 10 novembre 2025, qui, tirant la conséquence de cette disposition, qui est à l'article 39 de la loi, est venu modifier l'arrêté de 2018 qui crée un service à compétence nationale, le service technique national de captation judiciaire, qui est placé auprès de la DGSI. On a un autre, donc cet arrêté est pris, il est modifié. Ensuite, on a la rémunération des informateurs et leur modalité d'évaluation, c'est ce dont on parlait à l'instant. Ça, c'est un décret, c'est le seul qu'il nous reste à prendre, qui relève de ma compétence. Donc c'est un décret qui doit définir les modalités d'évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie. Voilà. Et donc ça, on est en train de le rédiger et on doit le circulariser en interministériel très prochainement. Voilà. Alors ensuite, on a un volet qui est extrêmement important, qui suscite pour l'instant peu d'inquiétude dans les milieux portuaires. Et les ports plus importants, c'est-à-dire tous les ports qui ont des contrôles d'accès, donc les grands ports, ceux par lesquels passe le trafic, une partie du trafic, malheureusement. Donc là, on a, vous savez qu'il est question que les criblages soient étendus sur ces zones. Et donc, on a plusieurs textes qui sont en préparation, donc qui ne relèvent pas du ministère de l'Intérieur, mais dont nous n'avons pas encore été saisis. On est en train d'y travailler. On travaille dessus. Donc, on n'a pas reçu de projet encore, mais on y travaille avec le secrétaire général à la mer. Donc, il y a un décret en Conseil d'État qui définit la liste des emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou à des menaces liées à la criminalité organisée, quel que soit le lieu de travail. Donc ça, on espère saisir le Conseil d'État en avril 2026. Donc il faut définir la catégorie d'emplois qui sont concernés. Et on a un deuxième décret, en Conseil d'État toujours, qui devra préciser les éléments qui devront figurer dans les conventions de mise à disposition des images des systèmes de vidéoprotection portuaire
aux forces de sécurité intérieure, ce qui est une possibilité aussi offerte par la loi, et qui est extrêmement utile pour nous, évidemment. Et donc ça se passe par convention, et la loi renvoyée pour définir le contenu de ces conventions à un décret en Conseil d'État, qui là aussi est en cours de préparation. Et puis, on a également un arrêté ministériel dont la publication interministérielle, dont la publication est envisagée en mars 26, qui est relative à la délivrance des autorités d'accès, d'agrément et d'habilitation en matière portuaire. Ça, c'est la DGTIM qui est en charge. Et un autre arrêté interministériel qui est relatif au contrôle de sûreté dans les ports et installations portuaires. Voilà, donc ça, c'est aussi en cours avec une publication en mars 2026. Et puis, on aura les préfets compétents ensuite, qui auront la possibilité de prendre des arrêtés pour décider ou pas de criblage temporaire. Donc ça, ce qui est évidemment extrêmement important. Moi, en tout cas, j'inciterai tous les préfets à le faire. C'est-à-dire que dans les zones portuaires, il y aura des criblages qui seront renforcés, y compris pour les accès temporaires. Bon. Je rappelle que la loi, d'ailleurs, a prévu la possibilité de cribler à échéance régulière. Donc voilà. Donc on a un dispositif dans les ports qui va être vraiment renforcé. Et voilà où on en est. Alors l'infiltration civile, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a mis en place un groupe de travail sur l'infiltration civile. C'est un décret en Conseil d'État qui doit en déterminer les modalités. Donc là, on ne parle pas d'informateurs, on parle d'une infiltration d'agents. Et donc là, on a un groupe de travail qui s'est mis en place. Donc voilà où on en est exactement de tous les textes. Donc pour partie, j'ai parlé de... Après, nous sommes, la DNPJ est chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée, donc je me suis senti autorisé de parler des applications, des textes réglementaires d'application d'autres ministères. Mais voilà où on en est, Madame la Présidente. Bon, ça avance à un rythme... Voilà. Je redis que l'ensemble de ces mesures sont des mesures qui sont extrêmement importantes pour nous, qui sont très attendues par les services. Juste un mot de fin pour répondre à la question que vous m'avez directement posée, Madame la Présidente. Comment fonctionne l'EMCO ? L'EMCO fonctionne bien. Donc à l'image de l'EMAP qui existe en matière de lutte antiterroriste, on a donc il a été installé cet EMCO par le président de la République en présence des ministres en charge à l'époque. C'était en mai ou juin 2000. Moi j'y étais comme préfet de police, j'y étais. Il y avait donc le garde des Sceaux, Monsieur Retailleau, le ministre de l'Intérieur de l'époque, la ministre des Comptes publics, me semble-t-il. Et puis le ministre des Armées, exactement, les armées. Donc, Monsieur Lecornu, je crois, était présent lui-même. Voilà tout. Donc, l'EMCO a été installé, donc avec des représentants de 14 services, qui sont des représentants de services judiciaires comme services de renseignement, avec une présence physique. Et le but de cet état-major, un peu comme l'EMAP, même beaucoup comme l'EMAP, en tout cas sur le même format, c'est une instance où sont criblées en permanence des procédures, c'est-à-dire que l'EMAP est saisi par des services enquêteurs ou des services de renseignement d'ailleurs, qui saisissent l'état-major EMCO, l'EMAP c'est ce que j'ai connu dans d'autres vies, et qui s'assurent, qui permettent de vérifier si le dossier dont ils ont la charge est connu ailleurs sur le territoire national à un titre ou un autre. Ça peut être soit titre principal, soit titre accessoire, parce que dans un autre dossier, vous pouvez être à Marseille et vous rendre compte qu'à Rennes, l'un des protagonistes du dossier de Marseille est connu pour d'autres choses. Et donc ça permet de faire des recoupements en renseignement comme en judiciaire. Le tout évidemment facilité par la disposition de la loi narcotrafic, qu'on aimerait d'ailleurs étendre encore, qui permet aux services judiciaires de communiquer, alors pour les dossiers qui sont suivis par les GIRS, de communiquer des informations aux services de renseignement. C'est-à-dire qu'en judiciaire, on peut communiquer des informations aux services de renseignement. C'est une disposition qui a parfaitement fonctionné pour la lutte antiterroriste depuis 2017, qui a été étendue, je crois, à la cybercriminalité, me semble-t-il, ou à la pédocriminalité, qui a été étendue et qui maintenant a été étendue au narcotrafic. Voilà. Et donc l'EMCO, pour vous donner à septembre 2025, on avait donc en termes de criminalité organisée à peu près, on va dire, une dizaine de demandes de criblage par jour. Donc ce qui est quand même assez important. Et les affaires de stupéfiants, c'est 40%. Les atteintes aux personnes, mais qui peuvent être liées au trafic de stupéfiants, à la crimorgue, 20%. Les associations de malfaiteurs, même chose, qui peuvent être liées au narcotrafic ou à la crimorgue, c'est 12%. La criminalité financière, 14%. Et le trafic d'armes ou explosifs, 7%. Voilà, donc c'est un dispositif qui fonctionne très bien et qui permet de faire des recoupements et qui est particulièrement adapté, évidemment,
le fait que les trafics, maintenant, se multiplient sur l'ensemble du territoire national. Bon. Donc, c'est parfaitement adapté. Voilà, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre. Y a-t-il des questions supplémentaires? Madame de La Gontrie. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre. C'est vrai que on revient souvent sur ce pourcentage de décrets, et ils ne relèvent pas tous de votre ministère, non publiés, parce qu'on entend souvent qu'il faudrait renforcer le texte, etc., alors que le texte existant n'est pas encore totalement en vigueur. Mais c'est sur un sujet un peu connexe que je souhaitais vous entendre. J'ai déjà eu l'occasion de vous questionner sur le sujet. C'est la question du protoxyde d'azote. À chaque fois que nous en parlons à un ministre, vous-même, le ministre de la Justice, tout le monde est convaincu de ce qu'il faut agir sur ce sujet, voter un texte législatif, ne plus laisser les maires seuls face à cette situation, qui prennent des interdictions, mais qui sont plus ou moins instables juridiquement. Bref, donc, est-ce que le gouvernement va agir et concrètement nous saisir très rapidement d'un texte qui permettrait de compléter le dispositif pour être efficace? Effectivement, nous sommes un tout petit peu à côté du sujet, mais ça reste un produit dangereux. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Madame Briand-Guillemont. Merci Madame la Présidente, Monsieur le ministre de l'Intérieur. J'ai aussi une question qui porte pas sur la loi narcotrafic directement, mais bien sur le narcotrafic, qui est le fait qu'on parle souvent du duo intérieur-justice sur le sujet. Et je voulais vous interroger davantage sur le sujet du duo intérieur-affaires étrangères. Jean-Noël Barrot a fait un certain nombre de propositions et d'annonces à la demande du Premier ministre, et notamment une sorte de plan de bataille contre les trafiquants. Et il a identifié notamment 3 régions prioritaires, l'Amérique latine évidemment, avec les Caraïbes, le Maghreb, Moyen-Orient et les Balkans. Si on prend le cas de l'Amérique latine, traditionnellement sur la production de cocaïne, on estime que c'est 50-30-20, 50 Colombie, 30 Pérou, 20 Bolivie. Or, si on prend par exemple le cas de la Bolivie, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas d'attaché de sécurité intérieure. Donc est-ce que vous comptez renforcer les effectifs, puisque c'est un des angles importants pour lutter contre le narcotrafic en amont de l'arrivée de la drogue en France? Merci. Monsieur Guy Benaroche. Merci Madame la Présidente. 3 petites remarques, réflexions aux questions. La première, vous avez parlé à juste titre de tout ce qui concerne la partie administrative du rôle du préfet, et vous avez cité l'interdiction de paraître, la fermeture de commerce et l'injonction aux bailleurs sociaux. Bon. Ce sont 3 éléments effectivement importants de la loi, sur lesquels j'avais juste une remarque et en liaison avec un autre problème qui est celui de l'exfiltration et de la protection des familles victimes qui sont souvent d'ailleurs liées aussi à des acteurs du narcotrafic, puisque être petit acteur du narcotrafic n'empêche pas d'être aussi victime du narcotrafic. Vous le savez très bien, c'est une des façons pour le narcotrafic de maintenir une sorte d'emprise sur la totalité des habitants de lieux, de cités ou d'autres lieux. Bon. Donc, vous avez dit il y a eu 1682 interdictions de paraître, et en fait, on a trouvé 96 personnes qui ne les avaient pas respectées, donc qui ont été condamnées. Très bien. Les interdictions de paraître sont des interdictions qui sont liées en fait à la présence de gens auxquels on a interdit d'y être dans un certain nombre d'endroits qui sont liés à leur activité dans le narcotrafic. Par expérience, mais vous avez une expérience plus importante que la mienne, y compris à Marseille, mais par expérience, vous savez à quel point des interdictions de paraître pour pouvoir être contrôlées et respectées demandent aussi la mobilisation d'un certain nombre de forces de police, parce que pour savoir que quelqu'un n'est pas là où il devrait être, faut-il encore pouvoir accéder à ces lieux, qui sont souvent des lieux où on trouve aussi des points de deal ou des points de vente de narcotrafic, et pour lesquels on n'intervient pas systématiquement, soit parce qu'on n'en a pas les moyens, soit parce que pour les besoins de l'enquête, il vaut mieux laisser un certain nombre de choses avancer d'une manière ou d'une autre. Donc, est-ce que vous pensez réellement que ces 96 condamnations ont une incidence réelle ou une influence réelle sur l'organisation du narcotrafic? Est-ce que c'est vraiment un instrument de combat contre le narcotrafic, avec tout ce que ça suppose comme intervention des forces de police qui est actif, et est-ce que c'est vraiment là-dessus qu'il faut porter l'effort? Je dirais pas la même chose des fermetures de commerce, puisque les fermetures de commerce sont un élément excessivement important. Le préfet des Bouches-du-Rhône, enfin l'ancien préfet parce qu'il change régulièrement ces derniers temps, et ils sont préfets de police en même temps maintenant, on a fait un certain nombre à juste titre, et vous parlez en fait des injonctions aux bailleurs sociaux.
Il y a eu 16 cas où il y a eu des expulsions qui ont été prononcées. Je ne vais pas prendre les cas un par un, j'en connais un certain nombre. Sur ces cas, il y a un certain nombre de cas où les personnes qui ont été expulsées sont des familles entières, bien entendu. C'est pas logique parce qu'il y a une des personnes, pas forcément le chef de famille d'ailleurs, avait été condamnée, avait subi une injonction. On se retrouve donc avec des familles qui sont victimes du narcotrafic parce qu'elles ne sont pas volontairement, vous m'aviez répondu une fois, il y a les méritants et il y a les moins méritants. Je comprends bien, monsieur le ministre. Mais il n'empêche que quand vous avez un exemple où il y a 4 enfants, une mère de famille et un 5e enfant qui est délinquant, que celui-ci, qu'une expulsion de la totalité de la famille est prononcée et que donc on retrouve la totalité de ces gens-là qui sont expulsés de leur logement sans aucun reclassement qui leur est proposé pérenne, en fait, honnêtement, la question c'est est-ce qu'on a vraiment lutté contre le narcotrafic en faisant cela ou est-ce qu'en fait on a précarisé encore plus des gens qui vont devenir encore plus précaires et encore plus vulnérables à l'emprise du narcotrafic. Et quand je parle d'exfiltration ou de protection des familles de victimes, je ne vais pas revenir sur l'affaire de Mehdi Kessassi, que je connais bien, et lui, et ce qui s'est passé. Mais est-ce que vous pensez que, c'est pas l'objet du débat aujourd'hui, mais pensez-vous aujourd'hui qu'il n'y a pas un certain nombre de mesures d'exfiltration, de protection et de déplacement d'un endroit à un autre, d'un logement social à un autre, de gens dont on sait qu'ils sont sous la menace du narcotrafic, dont on sait pertinemment qu'ils vont être l'objet de représailles ou de menaces et qui n'arrivent pas à obtenir, qui n'arrivent toujours pas aujourd'hui à obtenir parce qu'ils ne sont pas condamnables. On ne va pas les expulser, on va juste les reloger. Alors ça a été fait pour la famille de Kessassi, je le sais bien, mais bon, il y a d'autres cas. Et quand ça a été fait pour la famille Kessassi, ça fait 2 ans que j'allais voir les préfets des Bouches-du-Rhône en expliquant à quel point il fallait s'occuper des familles des victimes et les amener ailleurs. Voilà, donc ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des mesures en dehors de ce que vous avez dit qui ont été prises? Et dernier point de l'intervention, j'en ai des centaines, mais celui-ci, ce sera le dernier pour aujourd'hui. Je vais regarder quelques-uns. C'est le statut du repenti. Alors, je sais bien que le statut du repenti ne dépend pas forcément directement de votre ministère, me semble-t-il. Il dépend plus du ministère de la Justice. Bon. Mais néanmoins, vous nous avez expliqué que vous étiez pilote et que vous travaillez ensemble. La mise en place du statut du repenti me paraît être une des priorités dans la façon dont il faut aujourd'hui profiter des avantages de la loi que vous a offert le Sénat. Et donc, je vous demande aujourd'hui où en êtes-vous avec le ministère de la Justice dans la mise en œuvre réelle d'un statut de repenti, parce que c'est maintenant qu'il y a un certain nombre de gens qui sont prêts à se repentir, et donc, en l'occurrence, l'action doit être la plus rapide possible. Merci. Monsieur Bourgi. Pas de centaines de questions, hein, Monsieur Bourgi, on est d'accord. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, la lutte contre le narcotrafic continue. Elle appelle de notre part une action en amont comme en aval. Action en amont, vous l'avez évoqué tout à l'heure en parlant des ports. Il se trouve que je suis élu d'un département qui est le département de l'Hérault, dans lequel nous avons le port de Sète. Mais lorsqu'on parle aussi des frontières, ce sont les frontières régionales. Je parle sous le contrôle de ma collègue Lauriane Josande, qui est sénatrice des Pyrénées-Orientales. Nous aurons dans les prochaines semaines l'occasion d'examiner le projet de loi sur la police municipale. Avec des collègues sénatrices, rapporteurs de ce projet de loi, nous aurons des propositions à vous faire. Ces propositions concernent par exemple la possibilité que les polices municipales puissent contrôler visuellement le contenu des coffres des véhicules. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le coffre des véhicules regorge de cigarettes de contrebande, regorge de drogue, de stupéfiants, regorge de protoxyde d'azote. Donc, Monsieur le Ministre, c'est un appel que je lance en amont de ce débat que nous aurons les 3, 4 et 5 février prochains. Nous vous tendrons la main, nous vous ferons des propositions parce que notre volonté, c'est de vous accompagner dans la lutte contre le narcotrafic. La lutte contre le narcotrafic, ce sont les épiceries de nuit. Et vous l'avez peut-être vu dans la presse aujourd'hui, le maire de Montpellier a pris un arrêté municipal hier interdisant l'ouverture des épiceries de nuit entre le jeudi soir et le dimanche soir. J'habite une ville où les épiceries de nuit ont vu leur nombre se démultiplier de manière exponentielle. Mais derrière chaque épicerie de nuit, qui est un lieu où on blanchit de l'argent sale, il y a de l'argent de la drogue. Il y a de l'argent de la criminalité. Mais lorsqu'un maire prend une décision aussi courageuse, ces épiceries de nuit vont devant la justice.
Ils sont accompagnés par des avocats, et c'est tout à fait normal. Ils usent et abusent de tous les leviers juridiques qui peuvent exister. Parfois, les maires se retrouvent démunis. Donc, si jamais il faut restreindre certaines dispositions légales, s'il faut donner un peu plus de pouvoir aux maires, je vous demande vraiment de bien vouloir regarder cela de très près, parce que les maires prennent leur part, mais ils ont la chance d'être épaulés par les préfets. Et je veux en particulier rendre hommage à l'ancien préfet que nous avions, François-Xavier Loche. Mais parfois, la justice n'entend pas nécessairement les questions d'ordre public que certaines pratiques commerciales peuvent générer comme nuisance dans nos villes. Ça, c'était le premier témoignage et l'appel que je vous lance en prévision des débats que nous aurons. Deuxième question, pendant que nous vous auditionnons, un journaliste vient de mettre en ligne le rapport un rapport de 35 pages intitulé « Sur les influences nationales du crime organisé », daté du 21 juillet 2025, qui a été commis par le service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée, donc qui dépend de la Direction nationale de la police judiciaire, qui documente de manière très précise les risques en matière de menaces, de chantage, de corruption que peuvent subir les institutions policières et judiciaires. Le Parisien avait publié un article à ce sujet. Aujourd'hui, nous venons d'avoir mis en ligne ce rapport de 35 pages. Il date depuis quelques mois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce rapport, sur cette menace qui est là aujourd'hui en France et qui veut clairement attenter à l'état de droit tel qu'il existe en France, en ciblant très simplement deux institutions que sont la police et la justice, en ayant recours soit à la menace, soit au chantage, soit à la corruption. Qu'avez-vous pris comme mesure depuis que vous êtes en fonction et quelles mesures vos prédécesseurs ont pris pour faire face à ce risque qui est réel, qui est documenté et qui est attesté par les services du ministère dont vous avez la responsabilité? Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc d'abord, sur le protoxyde d'azote, oui, effectivement, ça devient un problème, ça devient un vrai problème. On est parti d'une substance qu'on qualifiait un peu de gaz hilarant il y a quelques années encore. On se rend compte maintenant que l'usage et les trafics autour, maintenant, des trafics autour. Donc, vous voyez récemment que la préfecture de police a fait plusieurs affaires et d'autres services de police et de gendarmerie sur le territoire national. Il y a un trafic qui s'organise de vente de ces bonbonnes de protoxyde d'azote, normalement destinées à la cuisine ou aux soins médicaux. Bon. Donc on est passé du gaz hilarant à une consommation qui altère le discernement. On l'a vu dans plusieurs accidents, y compris dramatiques, mortels, comme à Lille, au mois de novembre. Oui, au mois de novembre, autour de la Toussaint. Donc ça altère le discernement. Et maintenant, troisième, il y a même des altérations de santé extrêmement graves. Bon. Donc oui, on va porter des mesures législatives. Il y a une proposition de loi sénatoriale sur le sujet. Il y a un texte sur la sécurité du quotidien qu'on prépare, qui n'est pas encore totalement arbitré, mais qui va l'être sous peu, en tout cas qui sera présenté très vite, où on verra si on reprend ces mesures ou si on pousse la PPL qui est en cours. Ça va dépendre un peu du calendrier parlementaire, mais l'idée, c'est bien d'aboutir sur des mesures législatives, qui seront des mesures d'interdiction de consommation, évidemment, interdiction d'usage détourné. Probablement, on va en faire un délit ou pas. Et il y a toute une réflexion sur produits stupéfiants, pas produits stupéfiants, voilà, en cours. Voilà. Donc ça, oui, on aboutira là-dessus. Sur les volets plus affaires étrangères, je suis intervenu avec Jean-Noël Barrot devant les ambassadeurs vendredi. Donc c'était pour marquer l'importance que nous accordons à ce sujet, déjà à la collaboration d'une manière générale entre les ambassadeurs et le ministère de l'Intérieur, qui ont effectivement des ASI. On est représenté dans 160 pays. Alors on n'a pas toujours 2 services de sécurité intérieure dans chaque ambassade, mais on peut avoir des services qui couvrent plusieurs pays. Et c'est la coopération en matière de narcotrafic coopération, elle est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante sur plusieurs volets. Il y a d'abord sur le renseignement criminel. Connaître les circuits, connaître les réseaux, savoir où ils arrivent, d'où ils partent, c'est extrêmement important. Savoir comment les circuits d'acheminement de la drogue s'organisent ou pas, notamment dans la zone Caraïbe. On se rend compte aussi que de plus en plus, d'ailleurs, la drogue qui arrive d'Amérique du Sud passe par l'Afrique de l'Ouest, remonte par le Maghreb et utilise les réseaux de
d'importation du cannabis. Bon. Et donc, le renseignement criminel, c'est déjà important. C'est hyper important. Ensuite, il y a tout le volet de la coopération judiciaire, qui est extrêmement important. Donc, on a un certain nombre d'objectifs de procédures françaises qui sont dans un certain nombre de pays étrangers. Et donc, là aussi, il y a un travail de coopération judiciaire pour pouvoir les récupérer. C'est le travail qu'a engagé le garde des Sceaux en se rendant plusieurs fois au Maghreb, en se rendant aux Émirats arabes unis, où on a pu obtenir un certain nombre d'extraditions, voire même de procédures menées localement et de gel des avoirs. On a également une action qui est menée, qui est extrêmement importante, grâce aux ASI et à la coopération judiciaire, pour inciter les pays de départ, des pays sources, à eux-mêmes engager des procédures judiciaires. Donc ça aussi, c'est extrêmement important pour entraver évidemment les trafics. Et puis enfin, il y a quand même il y a un volet extrêmement important, c'est les enquêtes communes qu'on peut lancer avec d'autres pays sur des réseaux de trafiquants. Voilà, donc on travaille sur tous ces volets et donc nos ASI sont particulièrement sensibilisés à cette thématique, particulièrement sensibilisés, c'est même des thématiques prioritaires en matière de sécurité. Et oui, on compte bien, on développe de nouveaux postes dès cette année, à la fois des officiers de liaison et 2 nouveaux ASI. Et évidemment que la zone AM-Sud est pour nous une zone extrêmement importante. Voilà. Alors Bolivie, je ne sais pas répondre sur la Bolivie à votre question, mais c'est extrêmement important. Et dans chaque ambassade, il y a sur ce sujet du narcotrafic, de la crime-orgue, des task force interministérielles où on demande à chaque domaine d'activité au sein de l'ambassade, chaque secteur d'activité de travailler sur ces sujets. Oui, là, en matière, le ministère des Affaires étrangères a un rôle majeur à jouer aux côtés de l'intérieur et de la justice, du duo interne que sont la justice et l'intérieur. Il y a effectivement ce duo, ce trio même entre justice, affaires étrangères et ministère de l'Intérieur. Sur les interdictions de paraître, oui, ça a quand même un effet. Enfin, on va pas viser forcément le trafiquant notoire, mais je vous assure que là, on parle aussi des riverains qui sont quand même impactés par le trafic de stupéfiants. C'est une mesure dont les préfets louent l'intérêt, qui était attendue, qui leur est offerte par la loi narcotrafic et qui permet d'éviter que des personnes viennent perturber le secteur. Et par ailleurs, participer au réseau. Alors évidemment, on ne va pas être sur les têtes de réseau, on va être sur des individus qui sont des vendeurs, des personnes qui font le guet, et c'est extrêmement important. Même chose pour les expulsions. Évidemment, c'est le dilemme à chaque fois. Bon, l'expulsion qui est toujours judiciaire, c'est un juge qui décide, parce qu'il y a trouble de jouissance. Bon, c'est quand même ça à la base, mais c'est toujours le dilemme. Effectivement, il y a toute la famille, peut-être que toute la famille n'est pas impliquée. Mais quand vous avez été comme moi préfet, beaucoup ici sont aussi élus locaux, dans un territoire, quand une famille a été expulsée parce que un ou plusieurs de ses membres participent au trafic, je vous assure que c'est un soulagement. C'est un soulagement. Alors il y a effectivement, ça peut être compliqué parce que tout. Voilà. Oui, enfin voilà. Voilà, mais voilà. En tout cas, moi, sur ces mesures-là, dans ma vie professionnelle et comme ministre de l'Intérieur, j'ai pas vraiment d'état d'âme, quoi. Il y a une question, à un moment, de troubles de jouissance liés au trafic, et il faut qu'on prenne des mesures. Il y a des mesures judiciaires, et celle-ci en fait partie, et elle est quand même importante. Sur le statut du repenti, là, on est toujours en cours de réflexion avec la justice. Je serai prudent pour vous répondre. Sur les ports, comment ? Oui, mais enfin, moi, je suis moins dans mon... Non, mais il faut que je vois avec le garde des Sceaux, tout ça. Voilà, je dégage pas en touche. On vous en reparlera sur le repenti, je pense que... sur les ports, sur les mesures, le PIGL, police municipale, donc sera discuté en commission la semaine prochaine. On aura l'occasion d'en discuter en séance publique à tout début février. Il faut que on va regarder la mesure dont vous parlez, les PM qui fouillent les coffres, notamment aux abords des ports. Je sais que nous, on est très intéressés par des mesures aussi pour les agents de sécurité privés, qui puissent avoir accès à pouvoir fouiller ce qui est pas possible actuellement. Ça a été une des problématiques des Jeux Olympiques, il faut s'en rappeler. Et donc, on pousse par ailleurs d'autres mesures législatives
Pour les agents de sécurité privée, pour les PM, je ne sais pas, mais moi je suis, d'une manière générale, à titre très personnel, toujours très favorable à ces mesures, dans des zones à risque, qu'on puisse ouvrir les coffres, ce qui effectivement n'est pas possible actuellement, sauf à être évidemment habilité policier, APJ, OPJ. Sur les épiceries, pour la question que vous avez posée sur les épiceries, et les fermetures, bon, vous savez que la loi, justement, permet au préfet, quand il y a un lien direct avec le trafic, maintenant, que le préfet puisse fermer tout type de commerce, ce qui est une grande avancée de la loi. Je ne me suis pas étendu tout à l'heure, mais ça existait, ces mesures, précédemment. Mais dans le cadre de police spéciale, et il fallait que ce soit ici un débit de boisson, là, un autre type de commerce, où on puisse le fermer parce qu'il y avait des troubles à l'ordre public. Là, la mesure de la loi de la loi 2025, et pour y avoir participé à sa préparation à l'époque où M. Retailleau était ministre, on avait vraiment insisté, tous les services avaient vraiment insisté sur le fait qu'il fallait que ça couvre tous les établissements, et pas seulement certaines catégories d'établissements. Donc la mesure est très large, mais il faut qu'on prouve le lien avec les trafics. Et puis la mesure qui a été prise par le maire dont vous parlez, ce sont des mesures qui sont prises de fermeture pour trouble à l'ordre public. On n'est pas forcément dans le trafic, ça peut, mais on n'a pas besoin d'aller jusqu'à démontrer un lien avec le trafic. Il faut qu'on démontre qu'il y a un trouble à l'ordre public et que finalement, cette épicerie, elle fonctionne un peu comme un débit de boisson, quoi, quelque part. Et donc, on la ferme pour trouble à l'ordre public. C'est souvent en soirée. Voilà, moi, dans ma vie de préfet, j'ai eu à le faire à de nombreuses reprises. Donc, il faut que ce soit motivé, évidemment. Et alors, ce sont évidemment les maires qui prennent ces mesures, ou sauf à Paris où c'est le préfet de police, mais ce sont des mesures extrêmement utiles. Moi, je pense que c'est très utile. Ça permet de rétablir le calme sur l'espace public pour les riverains, et souvent d'ailleurs pour les commerçants en question, parce qu'elles sont limitées dans le temps. C'est pas des mesures qu'on peut prendre ad vitam aeternam, mais en général, ça rétablit le calme. Les dernières questions sur les menaces de corruption, oui, elles sont de plus en plus importantes. Donc sous toutes leurs formes, donc, même les pressions, j'ai envie de dire, d'une manière générale. On commence à voir circuler, et c'est inquiétant, des menaces qui concernent des magistrats, donc des narcotrafiquants qui menacent des magistrats, des policiers, des personnels de l'administration pénitentiaire. Donc, systématiquement, il y a des actions judiciaires qui sont engagées, systématiquement. Parfois même des mesures de protection. Voilà, pour ces agents concernés, mais en tout cas toujours du judiciaire. Et sur la corruption, évidemment, il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur la détection du phénomène. Donc on a un plan national anticorruption qui a été publié le 14 novembre 2025, qui a été mis en place. Et c'est un sujet qui est suivi évidemment par tous les ministères. Mais nous, on a des mesures internes de prévention de la corruption qui sont déjà efficaces, qui nous permettent de contrôler les consultations de fichiers. Et voilà, on est extrêmement vigilants sur ces sujets. Mais vous avez raison de dire que les trafiquants essaient de corrompre des policiers, des agents pénitentiaires, des fonctionnaires des douanes aussi, des agents d'aéroport aussi, donc en charge de sécurité, qui peuvent être des agents de sécurité privée, et on est confronté de plus en plus à ce phénomène, et on est évidemment extrêmement vigilant. Merci, Monsieur le Ministre. Si plus personne n'a de questions sur les sujets, il nous reste donc à vous remercier une fois encore et vous dire à la semaine prochaine, puisque nous vous auditionnons la semaine prochaine sur les polices municipales. Merci à tous. Merci beaucoup. Si cette audition vous a permis de mieux comprendre les orientations en matière de sécurité, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo autour de vous.